Voilà, la parole est à vous, Yves Morion, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de prendre une partie de cette matinée avec mes excellents amis et confrères, Francis et Robin. Donc, j'appartiens au BCG, et où je suis senior partner, et je dirige l'Institut pour l'organisation. Et la simplicité, en fait, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un sujet auquel on s'intéresse de but en blanc. Comme ça. C'est le résultat souvent d'un cheminement. D'ailleurs, Einstein a écrit au-delà de la complexité se trouve la simplicité. Hein. Beyond complexity lies simplicity. Donc il faut passer par la complexité pour arriver à la simplicité. Léonard de Vinci apparemment a dit la simplicité est la sophistication ultime. Vaste programme, hein, la sophistication ultime. Hein. Donc, il y a un cheminement. Et moi, mon cheminement, c'est pas la philosophie, c'est pas les arts, c'est pas la physique comme Einstein. Mon cheminement, c'est plus l'économie. Je suis économiste et comme la plupart des économistes, je pense que vous le confirmerez, j'ai une passion pour la productivité du travail, hein, labor productivité, parce que c'est la productivité du travail, vous le savez, qui détermine nos niveaux de vie, hein, notre capacité à envoyer nos enfants à l'école, à avoir accès à de la santé, les vitamines, les vaccins, les antibiotiques, la capacité à faire des ponts qui ne s'écroulent pas, des routes, de l'eau buvable, dépend de la croissance de la productivité du travail. Or, qu'observons-nous depuis de nombreuses années? C'est un ralentissement constant de la productivité du travail. Pour avoir un ordre d'idée, dans les années 50, 60, 70, dans les principales économies européennes, la productivité croissait de 5% par an. Et puis de 72 à 83, on est passé à 3%. Mais 3%, c'est déjà bien. À 3%, on double les niveaux de vie à chaque génération. C'est-à-dire si à un moment, une génération ne peut pas envoyer tous ses enfants à l'école, on a 2 enfants, pour en envoyer un à l'école, au collège, à l'université, il faut que l'autre aille à l'usine. Et les enfants, ils pourront envoyer leurs 2 enfants à eux, à l'école, au collège, à l'université. On double les niveaux. Et puis ensuite, il y a eu soit de 83 à 95, 2%, de 95 à 2008, 1%, et depuis 2008, on est à 0,5% en moyenne. C'est-à-dire qu'on a divisé par 10 l'amélioration de la productivité. Donc à 0,5%, on est près d'un jeu à somme nulle. Vous voyez, la seule manière d'améliorer les niveaux de vie pour certains, c'est de les dégrader pour d'autres. Et d'ailleurs, vous avez ensuite les gilets jaunes dans la rue, qui ne sont pas les plus pauvres, mais qui sont ceux à qui on est en train de dégrader les niveaux de vie. Pour ouvrir une classe ici, il va falloir fermer des écoles ailleurs. Pour maintenir ou créer un nouveau pont, quelque part, il va falloir arrêter de s'occuper d'un pont ailleurs et le pont va s'écrouler. Donc, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, mais aussi d'être très surprenant, parce qu'il y a de plus en plus d'innovations autour de nous. Dans tous les domaines, j'étais en Pologne il y a quelques semaines, une usine qui construit 500 000 tonnes d'acier par an. Le directeur de l'usine me dit « Yves, vous savez combien on était ici dans cette usine en 60 ?» Il me dit « On était 1000. Vous devinez combien on est aujourd'hui pour produire la même quantité ?» J'ai dit « 200. » Il dit « Non, on est 14. » Vous voyez, vous allez à l'hôpital pour vous faire remplacer un genou. Il y a 10 ans, il fallait rester 2 semaines à l'hôpital. Aujourd'hui, pour se faire remplacer un genou, vous savez combien de temps on reste à l'hôpital? Entre 1 et 2 jours. Énorme innovation technologique dans tous les domaines, dans l'acier, la chimie, la métallurgie, et sans parler bien sûr de l'informatique, les systèmes ERP, l'Internet, tous nos programmes, nos applications, le digital, l'intelligence artificielle, le cloud, le machine learning, le deep learning. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que malgré toutes ces innovations, on ait ce ralentissement constant de la productivité du travail? Il doit y avoir un trou, quelque part, où tout le potentiel de productivité incorporé à ces innovations disparaît. Vous êtes d'accord? Sauf si vous me dites non, Yves, la vraie cause du ralentissement de la productivité, c'est Internet, c'est les systèmes ERP, c'est les tableaux Excel, c'est l'informatique, tout ce qui est là-haut, l'informatique, on le met à la poubelle et on recommence comme dans les années 60.
Vous pensez que c'est ça la vérité? Oui ou non? Ben non, évidemment. Je veux dire, si on avait dû organiser cette réunion en se prenant des rendez-vous au papier carbone et en s'en mettre en timbrant, je ne pense pas qu'on serait très nombreux dans la salle. Donc il y a un trou quelque part où disparaît le potentiel de productivité incorporé à ces... Et donc avec mes équipes, je dirige l'Institut pour l'organisation du BCG, on a cherché le trou. Et on l'a trouvé. C'est quoi? Eh bien, c'est qu'en fait, le business, comme le disait tout à l'heure dans son excellente introduction, votre ami, est confronté à une complexité croissante. Pour attirer les clients, vous le savez, vous, pour attirer vos clients, garder vos clients, créer de la valeur pour vos clients, on est obligé aujourd'hui de résoudre des problèmes, en moyenne, 6 fois plus difficiles, 6 fois plus complexes qu'il y a 60 ans. Vous savez, pour ceux d'entre vous, alors je vois que la moyenne, il n'y a pas de lumière, dommage, moi j'aime bien voir les amis dans la salle, mais bon, vous êtes la plupart plus jeunes que moi. Moi, j'ai commencé dans le métier du conseil en stratégie à la fin des années 70. Et à l'époque, le pape de la stratégie, Michael Porter, ça vous dit quelque chose, Michael Porter? Professeur de stratégie Harvard Business School, qui a écrit les plus grands articles de stratégie à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus de façon sur la stratégie des articles. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il nous disait? L'art de la stratégie, c'est choisir si on se base sur les... Il y a deux manières de créer un avantage concurrentiel. Ou bien on se base sur les coûts, bravo, sur les coûts, ou sur la qualité, ce qu'il appelait la différenciation. Et vous aviez à l'époque des armées de consultants au BCG, McKinsey, Booz, Bain, qui passaient leur journée, leur nuit à se demander est-ce que mon client doit se battre sur les coûts ou sur la qualité? C'est le grand dilemme. Mais aujourd'hui, imaginez que vous allez à Lausanne, à Genève, chez un revendeur automobile. Montrez-moi vos voitures, je peux avoir envie d'en acheter une. Et qu'ils vous disent, écoutez, avant de vous montrer mes voitures, je vais vous rappeler qu'on a une stratégie de coût. Je me fiche de votre stratégie, montrez-moi les voitures. Ah non, c'est important de s'en rappeler parce que nos voitures sont pas chères, mais elles sont pas fiables. Si j'étais vous, j'en prendrais 2 pour avoir toujours une solution de secours. On se base sur... Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus choisir. Vous voulez des pizzas, elles sont pas chères, mais elles empoisonnent vos enfants. Non, aujourd'hui, les entreprises doivent avoir baissé les coûts, améliorer la qualité, sortir des produits plus vite. Il faut de la vitesse, de l'efficience, de l'innovation, de la standardisation, de la personnalisation, de la sustainability, de la compliance, des perspectives de développement à long terme. On fait face à bien plus d'exigences concurrentielles. Dans un sens, ce n'est pas ça le vrai problème. D'abord, on n'a pas le choix. On ne peut pas refuser la complexité. On ne peut pas dire à nos clients, écoutez, maintenant, il faut être raisonnable. Vous voulez des pizzas pas chères ou des pizzas qui empoisonnent les enfants? Vous voulez des coûts bas ou de la qualité? Ce n'est pas possible. Et d'autre part, cette complexité est une opportunité pour créer plus de valeur. Et donc pour se créer un avantage concurrentiel. Le vrai problème, c'est la manière dont les entreprises répondent à cette complexité des affaires, qui a plusieurs facteurs liés à l'hypercompétition, la déréglementation, l'innovation technologique. Qu'est-ce qu'elles font, les entreprises, face à cette nouvelle complexité? Elles créent de plus en plus de structures, de process, de systèmes, de scorecards, d'indicateurs, de KPI, de comités, de lignes de reporting en très plein, de lignes de reporting en très pointillés. Parfois, il y a les très pleins épais, parce qu'il ne faut pas comparer, il ne faut pas confondre. Alors, ils appellent ça les clusters, les hubs, les headquarters, les countries, les régions. Fois 35, donc on a mesuré, avec mes équipes, j'ai mesuré, fois 6 en moyenne complexité. Fois 35, la complication. La complication, c'est structure, process, système, comité, ligne de reporting, réunion. Et 35, c'est pas loin de 36. Et 36, c'est 6 au carré. Donc il semble qu'on réponde à la nouvelle complexité des affaires avec une explosion quadratique de la complication. Et c'est ça qui tue la productivité. D'après nos études, il faut en moyenne 7 approbations pour qu'une décision soit prise. Alors, je ne sais pas dans votre entreprise combien il faut de signatures pour lancer un nouveau produit, pour lancer un nouveau projet, je ne sais pas. En moyenne, 7. Je connais une entreprise, c'est la vérité. Pour changer une ampoule dans un bureau, il faut 7 approbations. Il faut l'approbation du responsable hiérarchique pour vérifier qu'effectivement, il n'y a plus de courant, vous ne pouvez pas travailler. Bon. Il faut l'approbation du directeur de la sûreté, l'approbation du responsable facility. Vous savez, il y a toujours des responsables d'immeubles, donc le facility manager. L'approbation du responsable, le catégorie buyer, celui qui se traite avec les fournisseurs, l'acheteur opérationnel, la compliance, pour être sûr qu'il n'y a pas de corruption en achetant des lampes. Et puis un 7e, que j'oublie toujours. Donc imagine, les managers passent 40% de leur temps à écrire des rapports.
Parce qu'il faut rendre des comptes sur de plus en plus d'indicateurs, de tableaux de bord, de ce qu'ils appellent des KPI, de métriques. Il faut faire des plans. Je connais une entreprise allemande, elle doit prévoir 7 ans à l'avance combien de modèles de leur voiture, ils fabriquent des automobiles, avec telle couleur, telle puissance, ils vont vendre. Dans 7 ans, quelle est la probabilité que ce plan se réalise? Combien? 0. Bah, la probabilité que machin, telle couleur, tel truc, finishing à l'intérieur, marron, hein, pas grenat, soit 100 000 véhicules vendus, elle est égale à 0. Donc on doit planifier, déplanifier, replanifier. Les managers passent entre 30 et 60% de leur temps en réunion, pas avec leurs équipes, avec les autres, parce qu'il faut de plus en plus se coordonner avec de plus en plus d'autres fonctions. Comptez autour de vous le nombre de fonctions différentes qui se sont créées ces 10 dernières années. Alors, je ne sais pas si on a déjà des Chief COVID Officers, mais ça va venir. Hein. On a déjà les Compliance Officers, les Diversity Officers, le Happiness Officer, le Digital Officer, à ne pas confondre avec le CIO, qui n'a rien à voir, le Transformation Officer, bref. Donc, combien de temps il reste pour être avec les équipes, pour leur donner les bonnes priorités, les sujets sur lesquels ils doivent travailler, les focaliser, les coacher, les évaluer, les récompenser, les promouvoir, les former, les développer. Combien de temps? Pas beaucoup. Donc du coup, les équipes sont mal gérées. Elles ne travaillent pas sur les bons sujets. Elles doivent faire, défaire, refaire. D'après nos analyses, les équipes dans ces organisations passent entre 40 et 80% de leur temps à perdre leur temps, mais à travailler de plus en plus longuement, de plus en plus durement sur les activités avec de moins en moins de valeur ajoutée. Voilà le trou où disparaît la productivité, la complication interne. Comment on se sent? Comment les gens vivent cette complication? Ils perdent leur repère, ils perdent leur direction et ils se désengagent. Vous savez, la définition de l'engagement, c'est si ça c'est le minimum que je dois faire pour ne pas être viré, quand je suis engagé, je fais plus. C'est ce que les Américains appellent run the extra mile. Eh bien, les gens se désengagent. La probabilité d'engagement dans les entreprises, dans le 20% d'entreprises les plus compliquées, est divisée par 3. Et il y a des entreprises, quand elles voient ce niveau de complication, qui disent alors là, c'est trop. Enfin, pardon, ce niveau de désengagement qui dit c'est trop sérieux. On a affaire à un désengagement massif et un problème de rétention. Il doit y avoir un problème psychologique chez nos employés. Là, ils ne font pas venir des consultants, ils font venir des psys. Et les psys viennent, alors il y a des termes spéciaux, ils font des interviews, ce qu'ils appellent des beliefs audits, de l'observation participante, des ride-along. Alors ride-along, c'est on se promène avec les vendeurs, on les suit, hein, fly on the wall, vous êtes la mouche sur le mur pour observer, pour filmer, et puis il conclut, vos personnels ont un problème psychologique. À quoi je dis, mais non, ce qui serait un problème psychologique, c'est si les gens continuent à s'engager. Je perds mes repères, je ne sais pas où je vais, mais je continue à run the extra mile. Où ça, j'en sais rien. Là, on aurait besoin des psys. Hein. Donc en fait, le désengagement, ce n'est pas un problème psychologique, c'est une stratégie rationnelle au milieu du labyrinthe organisationnel que nous avons créé. Donc maintenant, parfois on dit, oh mais tout ça c'est inhérent à la taille, il faut croître, il faut grandir, mais après tout, small is beautiful, plus on grandit, plus on devient compliqué. Je connais des entreprises qui ont refusé des acquisitions, une entreprise américaine, j'étais longtemps basé aux États-Unis, à Washington DC, et après la crise de 2008, une entreprise s'est dit, on est trop faible, on est trop petit, il faut faire une fusion pour devenir plus grand. Mais si on est plus grand, on va devenir plus bureaucratique, plus compliqué, donc restons petits pour rester agile, nimble. Elle a disparu. Fini. Elle a refusé de croître en se disant « small is beautiful ». Donc, avec mes équipes, on a cherché effectivement le lien entre la taille et la complication. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? D'après vous, de quelle nature est le lien? Il y a une corrélation de combien? S'il y a une corrélation de 100% entre taille et complication, si je double la taille, je double la complication. Bon. Sur une échelle de 1 à 100, on est à combien d'après vous? À vue de nez. Pardon? À 20? D'accord? D'autres idées? Alors c'est important, 20%. Hein, il faut faire attention là. Hein. D'autres idées? Small is beautiful. Alors on l'a mesuré. La corrélation, elle est de 0,001%. C'est-à-dire que la taille explique 0,0001% de la complication. Hein. Ça, c'est le coefficient de détermination, ce n'est pas le coefficient de corrélation. 0,001%. Autrement dit, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation entre la taille de l'entreprise et son niveau de complication. Il est possible d'être petit et monstrueux, hein, small and ugly, hein, et big and beautiful. Donc,
N'ayez pas peur de grandir, ce qui compte, ce n'est pas la taille, comment on gère la taille. C'est ça ce qui compte, comment on gère la taille. Et vous voyez, quand il n'y a pas de corrélation entre la taille et la complication, ça révèle quelque chose d'intéressant. Ça révèle qu'il y a quelque chose que Robin Dunbar appellerait un phénomène fractal. Vous savez, comme les poupées russes. Si les poupées russes s'emboîtent bien les unes dans les autres, on peut avoir une taille énorme sans complication. Parce qu'il y a un phénomène, il y a un nombre magique quelque part, peut-être, il va nous le dire, sur la taille idéale de l'équipe. Et si l'entreprise est capable de s'organiser autour de la taille idéale de l'équipe, un peu comme des poupées russes, on peut faire face à la complexité sans devenir compliqué. Mais il y a autre chose qui joue. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la complexité sans devenir compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un sujet? On est d'accord? Bon. Alors, face à plus de complexité, il faut plus de quoi? Alors, on va commencer simplement. Face à plus de complexité, il faut plus d'intelligence. Intelligence au sens pratique du terme. Je ne suis pas dans QI, QE, tous ces trucs-là. Non, non. Je suis intelligence au sens capacité à résoudre des problèmes, adaptabilité, jugement, initiative. Donc le monde est 6 fois plus complexe qu'il y a 60 ans. Sommes-nous 6 fois plus intelligents qu'il y a 60 ans? Non, moi je peux vous dire que je ne suis pas 6 fois plus intelligent que ma grand-mère. Peut-être que j'ai été à l'école plus longtemps, mais ça, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de l'adaptabilité, ce n'est pas être capable d'élever une famille de 2 enfants en étant veuve après la guerre. Ça, c'est de l'intelligence. Moi, je ne suis pas 6 fois plus intelligent que ma grand-mère. Et la plupart d'entre nous ne le sont pas non plus. Mais alors, comment on fait? On est face à des problèmes 6 fois plus complexes, on n'est pas 6 fois plus intelligent, on fait quoi? Bon, on a le temps, vous me dites. On fait quoi? Pardon, monsieur? Alors, bravo, il est fort. On se réorganise, et on se réorganise pour quoi? Pour faire quoi? Ah! Attention! Très fort, mais attention. Parce que simplifier, vous savez, la complexité, c'est ce qui la caractérise, elle ne se diminue pas. La complexité, vous savez, c'est le sparadrap. Ce qui caractérise la complexité, c'est qu'elle ne peut pas se réduire. Elle se réduit à notre corps défendant en créant une autre complexité ailleurs. En revanche, la complication, on peut la réduire. Vous avez compris la différence entre complexité et complication. La complication, elle peut se réduire. Mais on va pouvoir la réduire comment, cette complication? Restons là, rappelez-vous, plus de complexité, il faut plus d'intelligence. Plus d'intelligence, vous dites se réorganiser. Mais se réorganiser pour faire quoi? Si on reste sur cette idée qu'il faut plus d'intelligence. Il faut arriver à se réorganiser. Même le terme réorganiser fait penser à structure. Je vais essayer d'aller plus vite. Bien sûr, les structures, c'est important. Les structures, c'est ce que vous pouvez appeler le squelette. Mais le squelette, ce n'est pas un multiplicateur d'intelligence. Regardez, on est face à un monde plus complexe. On n'est pas 6 fois plus intelligent. La seule solution, c'est de créer des manières de travailler entre nous qui utilisent mieux notre intelligence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que 100% de votre intelligence est utilisée au mieux dans les intérêts de l'entreprise? Ou alors c'est utilisé pour faire du reporting, de la planification, de la vérification, des informations, des comités, des réunions? Oui ou non? Y a-t-il des manières de travailler? Et toutes les entreprises sont confrontées à ça. Je peux vous dire que de Google, que j'aide, à Spotify, que j'aide, pourtant théoriquement le Graal de l'agilité, Spotify, les tribes, les chapters, les squads, etc. Toutes les entreprises du monde sont confrontées à ce problème. Et c'est pour ça qu'on entend autant parler de New Ways of Working, de Agile. Il y a plein de mots, holacracy, moi je l'appelle Smart Simplicity. Tout ça, ça tourne autour de la même chose, créer des modes de fonctionnement, des manières de travailler qui tirent mieux parti de notre intelligence, qui utilisent mieux qui multiplient si on travaille autrement. Et ça, ce n'est pas une question de boîte. Alors bien sûr, la boîte, c'est important pour la taille. Mais ensuite, les tailles de boîtes, il faut les faire travailler ensemble. Autrement, les poupées russes, si elles ne travaillent pas bien ensemble, elles ne s'emboîtent pas. Eh bien ça, c'est les manières, j'appelle ça le système nerveux pour le différencier, mais système nerveux, pensez synapses, interaction, et notamment une interaction verticale, le leadership, la valeur ajoutée par les leaders. Vous savez, si le leader, il donne à l'équipe les bonnes priorités, les bons problèmes, les bonnes instructions, les gens vont utiliser mieux leur intelligence que si le leader leur donne les mauvaises priorités, les mauvaises instructions, le mauvais coaching. Vous êtes d'accord? Donc il y a bien un multiplicateur d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que le leadership? C'est faire aux gens ce qu'ils ne feraient pas spontanément. Pourquoi on a besoin de leadership? C'est quoi la valeur ajoutée du management d'un point de vue économique? C'est faire aux gens ce que les gens ne feraient pas spontanément. Parce que si les gens spontanément font ce qu'ils ont à faire, on n'a pas besoin de manager. C'est comme ça que les managers ajoutent de la valeur.
Ensuite, il y a un autre multiplicateur, l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire être impliqué personnellement dans la tâche qu'on a à accomplir, hein, avec de l'initiative, du jugement, pas uniquement scrupuleusement appliquer 100% de la règle, hein, cocher les cases, tick the boxes. Ça, vous savez, il y a des entreprises qui s'évertuent à dire non, mais tout ça c'est très bien, mais si on a les bonnes règles, les BCG, amenez-nous les bonnes practices, hein, amenez-nous ça. Et si nos équipes suivent les bonnes pratiques, les bonnes règles, avec le sourire parce qu'ils sont engagés ou sans le sourire parce qu'ils ne sont pas engagés, quelle différence ça va faire? Aucune. Ben si, ça fait une sacrée différence. Aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, vous savez, il y a, comme très souvent, une grève des contrôleurs aériens en France. Vous avez entendu parler de ça? Bon, très bien. Hein, donc il y a 1000 vols annulés. Bon, comme d'habitude. Et vous savez comment les contrôleurs aériens se mettent en grève? Ils ne se croisent pas les bras en regardant les avions tomber. Hein. Ah, j'en ai eu 5 ce matin. Bah, j'ai fait mieux hier, moi. Comment ils font? Vous savez comment ils se mettent en grève, les contrôleurs aériens? Ils appliquent 100% des règles. Et quand ils appliquent 100% des règles, il n'y a plus un avion qui peut décoller. Parce que pour que les avions décollent, il faut qu'ils interprètent la règle. Or, il n'y a pas de règle sur comment interpréter la règle. Il faut utiliser son intelligence, son jugement, prendre en compte la situation, aller dans l'esprit de la règle, pas la lettre de la règle. Mais l'esprit de la règle, il est écrit nulle part. Vous savez, la racine d'intelligence, c'est lire entre les lignes, intelligere. Lire entre les lignes, il n'y a pas de ligne. Hein. C'est les gens qui la mettent, qui comprennent, qui interprètent. Et s'ils ne sont pas engagés, vous pouvez avoir les meilleures règles du monde, hein, les meilleures règles pour lancer un produit, arrêter un produit, lancer un programme, arrêter un programme. Aucun effet si les gens ne sont pas engagés. Et enfin, la coopération, qui est une valeur ajoutée entre fonctions. Alors juste sur la coopération, je vais passer un peu de temps parce que la coopération, c'est ce qu'il y a de plus puissant parce que ça va dans les deux sens. Le leadership, ça va dans un sens, l'engagement, ça va dans un sens, l'engagement entre moi et la tâche, elle ne s'engage pas en moi, hein. C'est moi qui m'engage dans la tâche, et la coopération, ça marche. Donc c'est très puissant, je vais un peu passer du temps là-dessus. Juste quand même parce que je sais que vous, en tant que responsable d'entreprise, vous voulez des choses sonnantes et trébuchantes, il y a un lien direct, il y a un effet économique direct, je l'ai mesuré. Tout processus qui n'est pas amélioré du point de vue de la coopération perd 7% d'efficacité par an. Tout processus qui n'est donc supply chain, achat, manufacturing, recherche-développement, qui n'est pas amélioré du point de vue de la coopération perd 7% par an. L'entreprise ne perd pas 7%, elle, parce que par ailleurs, il y a de l'automatisation, il y a un effet d'expérience, mais au total, on mange le potentiel d'amélioration de 7% par an si on ne travaille pas sur le système nerveux. Hein, le squelette, il est fait, on ne va pas le changer toutes les semaines, mais le système nerveux, le leadership, l'engagement, la coopération, ça se nourrit au jour le jour, comme le système nerveux. L'acétylcholine, elle ne se produit pas une fois et puis elle est stockée. Hein. Alors, quand on ne coopère pas, on surconsomme des ressources. Il faut plus de temps, ça s'appelle des retards. On a des goulets d'étranglement, on a du retravail, on a de la duplication. On n'a pas assez de synergie. J'ai un client, ils ont 3 systèmes ERP, PeopleSoft, SAP, Oracle. Est-ce que c'est une nécessité technique d'avoir 3 systèmes ERP? Non, c'est la conséquence d'une coopération insuffisante. Hein. On ne fait pas de compromis, on ne fait pas de trade-off, on ne fait pas d'arbitrage. C'est comme à la maison, quand je ne coopère pas avec ma femme, on a besoin de 2 télés. Hein. Hein, comme ça, je peux regarder les matchs de foot, championnat d'Europe, Coupe du Monde parfaitement. Elle peut regarder ses films italiens. En plus, elle est italienne, elle se fiche totalement de l'équipe de France au foot. Et on s'entend super bien. Donc, ne confondons pas coopération et bonne entente. Ça n'a rien à voir. La coopération, ça peut vouloir dire des frictions, des tensions, des confrontations, voire des conflits, parce qu'on n'est pas spontanément d'accord entre les achats, le marketing, la fabrication, les ventes. On a des contraintes différentes. Donc, on n'est pas spontanément d'accord. Et plus on considère que la coopération est une affaire de bonnes relations, de bons sentiments, moins on va coopérer. Parce qu'on va éviter les sujets qui fâchent, les sujets chauds, et à la place, on va se payer une deuxième télé. Regardez autour de vous, on parlait de résilience tout à l'heure. Regardez autour de vous. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle deuxième télé. Les deuxièmes télés, ce sont des ressources qui ne créent pas de valeur, mais qui compensent l'absence de coopération. Par exemple, dans les banques, il y a souvent un middle office. Ben oui, quand le back et le front ne coopèrent pas, on crée un middle office. Du coup, au lieu d'un problème entre le back et le front, avec 2 problèmes entre le back et le middle et le front, plus il faut payer le middle office. Alors vous allez me dire, c'est des instances réglementaires qui exigent que le back et le front ne se parlent pas directement. Formidable, mais on pourrait essayer.
Donc, alors la coopération, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que c'est pas qu'une question de structure. Tout ce que la structure peut faire, c'est un interface, hein, un middle office. Non, ça c'est un os supplémentaire dans le squelette. La coopération, c'est pas un interface, c'est du face à face. Donc, je vais vous donner, je prends un exemple rapidement, une analogie à partir du sport. Vous voyez que ça va nous donner les vrais sujets. Alors ça, c'est un championnat du monde, donc c'est important, hein, championnat du monde, finale, encore plus important, féminin. 8 équipes, comme à chaque fois d'ailleurs, en course de relais. Alors, cette année, il y avait la Russie, l'Ukraine, la Jamaïque, la Bélorusse, l'Allemagne, la Belgique, la France et les US. Les US, c'est les favorites, c'est les plus rapides. Si vous les comparez à une équipe moyenne, aux Françaises, elles doivent arriver 6 mètres 4 avant les Françaises sur la base de leurs meilleures performances en général et de leurs meilleures performances de l'année. Donc, la productivité individuelle des Américaines, si on compare leur vitesse sur 100 mètres, leur permet d'arriver 6 mètres 4 avant les Français. Alors on va voir la course, je vais essayer de vous la... Elle est embêtante cette course, théoriquement ça va assez vite puisque c'est une course, mais les commentateurs qui sont super bons, c'est des Anglais, des Américains, des Néo-Zélandais, vous allez reconnaître les accents, ils focalisent leurs commentaires sur les Américaines, parce qu'elles savent que les Américaines vont gagner. Enfin, théoriquement, d'après les chiffres, les Américaines vont gagner. Donc tout ce que vous allez entendre dans la vidéo, c'est sur les Américaines, d'accord? Parce que c'est les favorites. Mais ce championnat du monde, cette année, se passait en France. Donc le caméraman, celui qui filme, est français. Il supporte les Français. Et donc lui, il filme les Françaises. Donc ce que vous voyez, c'est les Françaises. En bleu, ce que vous entendez, c'est les Américaines. Hein, donc il va falloir réconcilier deux signaux. On va essayer d'y arriver là. Hein. Et comme c'est pas très clair entre la vidéo et le son, je récapitule tout. Hein, voilà. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que ceux qui portent le bâton sont plus lentes, mais leur bâton est plus rapide. Mathématiquement, c'est intéressant quand même comme sujet. Hein. Celles qui portent le bâton sont plus lentes, on a vu les chiffres, mais leur bâton est plus rapide. Ben oui, c'est le miracle de la coopération. La coopération est un multiplicateur d'intelligence, d'adaptabilité, d'énergie, de résolution de problèmes. Individuellement, on est plus lent, mais collectivement, on va être plus rapide. Comment on va travailler ensemble et on va mieux tirer parti de notre intelligence. Alors tout à l'heure, Francis nous dira qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a une intelligence, Francis Scholl, Robin parlera des nombres magiques, du caractère fractal des organisations, et Francis lui dira, attention, il y a l'intelligence logico-mathématique, mais il y en a peut-être une autre qui est très utile. Donc moi, je vous parle des interactions qui multiplient l'intelligence, mais au niveau individuel, le type d'intelligence qu'on utilise est aussi intéressant. Mais moi, je ne viens pas des sciences cognitives, je viens de l'économie. Donc, vous savez, les économistes sont théorie des systèmes, théorie des jeux. On s'intéresse aux interactions, pas à l'individu. Donc, c'est pour ça qu'on est trois. Bravo les organisateurs d'avoir triangulé entre l'anthropologie, les sciences cognitives et l'économie. Mais enfin, tout ça ne nous dit pas comment ça s'est passé, le miracle. Hein. D'ailleurs, si vous écoutez un jour la course il faut écouter le commentaire de la course par les journalistes français. Alors, c'est plus juste parce qu'ils parlent des Françaises, au moins on voit les Françaises. Mais leur commentaire, c'est extraordinaire. À la fin, vous avez ce magnifique commentateur français, là, je ne sais plus quoi c'est, Nelson. Ça vous dit quelque chose, Nelson? L'inénarrable Nelson, qui dit, regardez, Christine Aron, littéralement ressuscitée, qui vient déposer Tori Edwards. Alors, c'est quoi l'explication de Nelson? Si les Françaises ont gagné, c'est que Christine Aron a ressuscité. Alors, la résurrection, c'est aussi un miracle, hein, mais c'est moins fréquent. Donc, j'ai essayé de comprendre. Donc, à l'époque, moi, j'étais basé à Paris. On a travaillé avec Christine Aron. Je l'ai invitée avec nos équipes. On a travaillé avec elle. Elle nous a montré quelque chose. Elle a dit, regardez, ça, à la fin, vous ne l'avez pas vu? J'ai dit, ben non, je n'ai pas vu. Ça, c'est Brigitte Foster, la 4e coureuse jamaïcaine, qui est arrivée dernière, 8e sur 8, exténuée, au sol, qui se tient la jambe parce qu'elle s'est blessée. Alors ça, dans une entreprise, c'est le burn-out, c'est un problème de rétention, ça peut être un accident, hein, dans une usine, un accident, ça peut être le Deepwater Horizon Disaster, ça peut être un bug massif en fabrication, enfin bref, ça peut être plusieurs choses. Mais comment ça c'est possible? Parce que généralement, en Jamaïque, on prend la course sérieusement, on n'improvise pas, on s'entraîne. Alors je dis à Christine Aron, mais comment c'est possible? Effectivement, elle dit, ah oui, c'est ça qui est intéressant, regardez. Puis après, elle me montre cette photo, elle dit, regardez, ça c'est moi, je suis arrivé première. Ça c'est la pauvre Brigitte Foster, elle arrive dernière. Je dis, mais comment ça se fait? Je dis, vous étiez super motivé, il y avait 80 000 personnes dans le Stade de France. Elle dit, ben non, je suis une coureuse professionnelle, je suis toujours super motivé. Hein, ce n'est pas l'écrit autour de moi qui vont me rajouter des vitamines. Hein. Mais alors, c'est quoi? C'est dur à la détente un peu. Hein. Ben vous avez une idée? Regardez, vous voyez cette figure? Vous pouvez la comparer avec celle-là, vous voyez une différence?
tout est là. En bleu, vous avez la vraie coopération. En jaune, vous avez la compliance. Hey, this is the bâton, good luck. Hein, voilà le bâton, bonne chance. Hein, moi, marketing, j'ai passé le plan de vente, j'ai passé la segmentation, les prospects, les prix à la vente. Bonne chance, les gars. Les achats, j'ai négocié avec les fournisseurs. Voilà maintenant leur truc. Bonne chance, les utilisateurs. Hein, j'ai suivi la règle. Oui, mais il y a une manière de suivre la règle. Je dis, mais pourquoi elle dit, mais ça a été la première à crier, la troisième française, Sylviane Félix, c'est la première qui a crié. Donc, du coup, je l'ai entendu distinctement, parce que quand il y en a 8 qui crient ensemble, on n'entend plus rien. Hein. Essayez-vous de crier à 8 autour et puis après de reconnaître la voix de celui qui a crié au milieu, je ne sais pas. Donc, elle a crié la première, et plus fort que les autres. Du coup, j'ai pu anticiper, partir dans les meilleures conditions. Ça m'a donné un avantage. Sauf que, vous, dans les entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Comme moi, hein, comme dans la mienne, on regarde les structures, les process. Mais en termes de structure, c'est ça qui fait la différence. Il faut dire que dans une course de relais, ils ont toutes la même structure. 4 coureurs et un coach. Même structure. Ce n'est pas la structure qui fait la différence. Le process, elles ont toutes le même process. Prends le bâton, cours, passe le bâton. Description de poste, elles ont toutes la même description de poste. Entraîne-toi au maximum pour gagner le plus souvent possible. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence si ce n'est pas les structures, les process, c'est quoi? C'est quoi? D'accord, mais les tripes, elle avait Brigitte Foster, les tripes. Eh bien, c'est créer les conditions de la coopération. Et c'est ça qui va vous faire gagner, qui va donner de la résilience, la vraie résilience. Parce que vous savez, vous vous souvenez de la courbe que je vous ai montrée? Coopération, ressources. Beaucoup d'entreprises essaient de créer de la résilience en multipliant les ressources, en dupliquant, en ayant des... Alors bien sûr, si je duplique tout entre Bangalore, Singapour, Houston et Munich, il peut m'arriver un Covid, une guerre à Munich, un volcan en Islande qui explose. Je suis résilient parce que j'ai tout dupliqué. Je joue sur l'axe des Y, sur les ressources. Peut-être qu'on peut jouer sur l'axe des X, la coopération, pour être résilient sans surconsommer de ressources. Autrement, la résilience est au prix de la profitabilité et elle n'est pas soutenable. Vous voyez? Donc la coopération, c'est aussi un facteur de résilience tenable. Il faut rendre la tenabilité tenable. Hein. Alors, on n'y est pas. Et puis là, elle me dit, mais regarde, là aussi, elle m'a passé le bâton au bon moment, à la bonne vitesse, dans la bonne main, à la bonne hauteur. Mais pour faire ça, elle a dû mettre de l'énergie dans son bras, dans ses cordes vocales. Cette énergie qui était dans ses cordes vocales et dans ses bras, pour passer le bâton, elle n'est pas dans ses jambes. Donc, qu'est-ce qui arrive à la vitesse de la troisième coureuse? Elle augmente ou elle descend? Elle descend. Leçon numéro 1 de Christine Aron. Quand une de vos équipes coopère avec les autres, sa productivité, ses résultats individuels mesurables diminuent. Eh oui. Si les achats prennent en compte les besoins des utilisateurs et leur proposent 3 options, plutôt que simplement c'est à prendre ou à laisser, les achats vont devoir pas uniquement travailler sur la négociation avec les fournisseurs, mais aussi à définir des options. Donc ils vont être moins productifs si on les mesure en termes de savings divisé par le nombre d'acheteurs. Donc si on mesure les gens sur leur silo individuel, ils vont mettre toute leur énergie dans leurs jambes, dans leur silo, et le bâton va tomber ou ralentir. Donc autrement dit, et c'est ça qui fait la multiplication. Voilà l'effet multiplicatif de la coopération. Mais sauf que ce passage de bâton, cette manière de passer le relais, elle explique 10% de la vitesse de la 4e coureuse, 50%, 99%, 99,9%, combien d'après vous? C'est important parce que moi je veux récompenser la 3e coureuse en fonction de sa vitesse et aussi de son passage de bâton. Mais son passage de bâton, il explique combien de la productivité des gens qui font le manufacturing, des vendeurs, parce que le marketing avait coopéré avec eux, parce que les achats avaient coopéré. Combien? 100%, pas mal. Une autre idée? Hein? 50, pas mal non plus. 10%, c'est pas mal aussi. Alors, on va se mettre d'accord, ce n'est pas possible de le savoir. Ça s'appelle la supermodularité. Hein. On ne peut pas. Hein. Dès qu'on coopère, une partie de mon effort ne se manifeste qu'une fois incorporée au travail de l'autre. Et là, on ne peut pas disentangle, on ne peut pas casser la contribution de l'un à l'autre. Alors, comment on fait? Il faut évaluer les gens de manière quantitative, comme on le fait tous, leur vitesse, leur productivité, leurs résultats, et sur une manière qualitative. Ça, c'était un bon passage de relais. Alex Ferguson, l'ancien manager de Manchester United Football Club, interviewé dans la Harvard Business Review, a dit « Ma principale qualité managériale, c'est l'observation. » Parce que when there is no measurement, we need judgment. Et là, il n'y a pas de mesure possible, il faut du jugement.
Et c'est qualitatif. Donc une partie de l'évaluation doit être qualitative, judgmental. Autrement, si on reste sur ce qui est mesurable, eh bien je vais faire ce qui est mesurable. Ma vitesse individuelle. Donc, alors pour changer tout ça, bon, certains essayent de changer les mentalités, les valeurs, c'est pas possible. Hein, on peut pas changer. Pour avoir plus de leadership, d'engagement, de coopération, n'essayez pas de changer les valeurs des gens, leur mentalité, c'est impossible. Hein, par définition, les gens protègent leur mentalité, autrement c'est pas leur mentalité. Et donc on a des résistances. Aujourd'hui, il est prouvé par les neurosciences que c'est l'inverse. Il faut changer le contexte. Changer bien le contexte pour avoir de nouveaux comportements. Alors le contexte, ça dépend de beaucoup de choses, hein, c'est pas nouveau. Ça dépend des structures, évidemment aussi. Si on a trop d'échelons hiérarchiques, ben, les leaders sont trop loin de l'action, trop loin des informations, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Donc ils ne vont pas pouvoir rajouter de la valeur à leurs équipes. Le leadership va être pauvre s'il y a trop de niveaux hiérarchiques. C'est aussi les process qu'on utilise. Mais je vous ai dit, ce n'est pas tout. Il y a aussi les données, le système digitaux, les données disponibles pour vos managers, la manière de prendre les décisions. Hein, est-ce qu'on a besoin de cette approbation pour changer une ampoule? Regardez chez vous, pour lancer un nouveau produit, un nouveau fournisseur, un nouveau client. Comment? Non, on ne peut pas responsabiliser une personne, la bonne, charge aux autres de coopérer avec elle et à lui de coopérer avec les autres. La manière de gérer les performances, comment on mesure, comment on évalue les performances? Sur les productivités individuelles, sur la vitesse de chaque coureur, ou aussi sur la manière de passer le bâton aux autres, de prendre le bâton des autres. Et bien sûr, tout ce qui est compétences, hein, le développement des personnes, les chemins de carrière. Quels sont les chemins de carrière? Donc, ça, c'est pas nouveau. Hein, ça fait un excellent confrère, même McKinsey a écrit là-dessus en 1982, c'est devenu un best-seller. Ils appellent ça c'était les premiers, McKinsey, à dire en 82, dans un livre que vous avez peut-être entendu parler, In Search of Excellence, le prix de l'excellence, qu'une organisation, c'est plus que des structures. Hein, c'est aussi des systèmes, c'est aussi des skills, etc. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la science qui permet de comprendre comment ces différents leviers de votre contexte agissent sur la coopération, sur le leadership, sur l'engagement. C'est ça qui est nouveau. La science qui permet de comprendre leur effet. Et c'est ce que j'ai développé avec mes équipes. Hein, publié là-dessus, si ça vous intéresse, Harvard Business Review, etc. C'est disponible, c'est résumé. Mais c'est ça qui est nouveau. Du coup, vous pouvez choisir, un peu comme l'acupuncture. Avec le système nerveux, il faut de l'acupuncture. Sur quel levier jouer? Hein? On ne va pas mettre des aiguilles partout sur le patient. Avec cette nouvelle science, on est capable de détecter sur quel levier jouer en pleine connaissance de cause de l'effet sur le comportement. Donc du coup, vous pouvez faire les changements nécessaires et suffisants. Smart Simplicity. Avec le moins, on obtient le plus grand résultat parce qu'on a cette science maintenant qui permet de comprendre l'effet des structures, des process, des systèmes, etc. sur la collaboration, l'engagement. Alors j'essaie de résumer ça dans quelques principes. Le premier, c'est d'abord de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Si on ne comprend pas pourquoi les gens font ce qu'ils font, on ne peut pas utiliser les leviers. Et très souvent, on ne sait pas. Moi, je peux vous dire que le groupe Accor a triplé le prix de l'action, le groupe Accor, entre 96 et 98, a triplé la valeur de leur action, a augmenté de 20% leur marge brute en 18 mois parce qu'ils ont compris ce que faisaient les réceptionnistes. Alors vous allez me dire, pourtant, le réceptionniste, ce n'est pas très compliqué. En plus, les hôtels, Accor, il est censé connaître. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Chez vous, un ingénieur, un commercial, un chercheur en marketing, un informaticien, est-ce qu'on sait? Par exemple, juste pour vous dire, on vient de faire ce travail, 24 secondes, on est d'accord, hein, renforcer les intégrateurs, leur donner du pouvoir, exposer les gens aux conséquences de leurs actes. Une entreprise automobile a voulu augmenter la durée de garantie de ses voitures. Ils avaient essayé d'inciter les ingénieurs en leur mettant des nouveaux bonus. Vous avez déjà tellement d'indicateurs, jusqu'à ce qu'ils disent aux ingénieurs, dans 3 ans, quand votre voiture sort sur le marché, c'est vous qui êtes en charge du budget garanti. Et si le budget garanti explose parce que les voitures que vous avez faites sont trop difficiles à entretenir dans les garages, il va vous exploser à la figure. Ben ouais, ils ont amélioré, ils sont passés de 1 à 50 garanties sur les véhicules. Rendre les gens plus dépendants les uns des autres. Et alors ça c'est facile, juste la course de relais, je vous l'ai expliqué, c'est fini, il y a 3 objectifs, gagner la course, bien s'entraîner, bien passer le bâton. Ça vous intéresse, hein, je pense que, vous voyez, c'est très complexe, il y a 12 avenues, elles sont énormes, c'est 240 mètres de rayon,
il peut y avoir 15 files de voitures, mais il n'y a pas un policier au milieu, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de feu tricolore, il n'y a pas de panneau de signalisation. Ça va être hyper dangereux. Pas du tout, c'est le rond-point le plus sûr de France. Pourquoi? Parce que quand on est là-dessus, on utilise son intelligence. Hein. Quand on conduit, on n'écrit pas un texto en même temps. Hein. Et quand on voit les autres faire une erreur, on anticipe, on compense, on coopère. Et donc, si nous, dans les entreprises, on fait quoi? On met un policier au milieu, on fait un marquage au sol, des définitions de process, on met des racis, des feux tricolores, des panneaux de signal. On complique et on ne gère pas la complexité. Posez-vous la question pour chaque nouvelle règle, quel sera l'effet sur les comportements? Ce qui compte, ce n'est pas la règle, c'est quel sera l'effet sur la manière dont les gens utilisent leur intelligence. Et puis enfin, récompenser ceux qui coopèrent, hein, type la course de relais. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour mieux utiliser l'intelligence des personnes dans l'entreprise, changer le contexte. Il y a différentes manières, quelques règles qui, j'espère, vous seront utiles. Je passe la parole à notre ami.